Quand tu gagneras ta vie, tu auras le droit de poser des questions. Un adulté, c'est un enfant qui s'est trahi. Pour prix de sa trahison, il gagne du pouvoir et un profond sommeil d'oubli. Cacher cette différence de taille que je ne saurais voir. Il a un statut de dominé parce qu'il est muet et que de toute façon, même quand il crie, on considère que c'est normal. En analyse d'oppression, la méthode est chacun son tour et à part, l'opprimé d'abord. Le capitalisme a phagocyté le patriarcat. Le patriarche passe à la poubelle, il a été dépassé par la dynamique de la domination même. Après tout, il n'avait qu'à pas la démarrer, trop tard pour pleurer grand-père. Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du patrimoine littéraire. Nous sommes le 18 janvier 2025 à Lille. C'est la 48e séance des Parleuses et elle se déroule dans un cadre un peu spécial puisque nous sommes au cœur de la 13e édition du festival Littérature, etc. que nous organisons sur le thème de l'enfance. Nous venons de traverser un atelier de lecture par arpentage animé par Nathalie Séjean, un atelier d'écriture mené par Anne Cavala que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Avant de présenter Anne, je voudrais vous préciser que ce qui va suivre traitera entre autres de l'inceste. Anne, tu es poétesse, performeuse et chercheuse en anthropologie et en études sur le genre. Ton travail poétique, tramé par des questions féministes, porte notamment sur les rapports entre oralité et scripturalité. En 2017, tu prends la décision de suspendre tes publications et performances afin de mieux appréhender la recherche et l'écriture scientifique, ainsi que pour approcher les féminismes militants et les recherches théoriques sur les questions de genre. Tu es installée depuis 3 ans au moins dans un hameau en Haute-Loire et tu développes avec Marc Perrin la structure éditoriale Sahu Édition et sa résidence associée. La première fois que je te rencontre sereinement, la veille, j'étais avec toi aussi, mais majoritairement dans ta voiture, avec toi au volant. Et même si on s'était rendu compte que l'une comme l'autre, on était plus deep talk que small talk, je suis alors surtout concentrée sur mes prières pour ne pas mourir jeune dans un fossé dans la nuit au milieu de nulle part. La première fois donc que je te rencontre sereinement, c'est le lendemain, dans un train entre le Puy-en-Velay et Paris. Je suis en train de lire Le berceau des dominations de Dorothée Ducy, dont tu connais très bien le travail. Une fois arrivée à Paris, on passe finalement la journée ensemble. S'ensuit plusieurs conversations. Et quand je me rends compte qu'il faut absolument, au sein de ce festival littérature, enfance, etc., qu'on contribue à la circulation des textes de Christiane Rochefort, c'est à toi que je pense. Quand je te demande si tu l'as déjà lu, tu me réponds 2 jours plus tard par un mail réponse dont 5511 signes sont dédiés à tes réflexions sur son œuvre que tu es justement en train de lire. Je te laisse le micro pour ce texte que tu as imaginé en 3 parties. Il y a un moment où il faut sortir les couteaux. C'est juste un fait, purement technique. Il est hors de question que l'oppresseur aille comprendre de lui-même qui l'opprime, puisque ça ne le fait pas souffrir. Mettez-vous à sa place. Ce n'est pas son chemin. Le lui expliquer est sans utilité. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression. En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles. Pour l'oppresseur, il n'y a pas oppression forcément, mais un fait de nature. Aussi est-il vain de se poser comme victime. On ne fait par là qu'entériner un fait de nature que s'inscrire dans le décor planté par l'oppresseur. L'oppresseur qui fait le louable effort d'écouter, libéral, intellectuel, n'entend pas mieux. Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C'est ainsi que de nombreux mots ont pour l'oppresseur une connotation jouissance et pour l'opprimé une connotation souffrance, ou divertissement corvée, ou loisir, travail, etc. Allez donc causer sur ces bases. C'est ainsi que la générale réaction de l'oppresseur qui a écouté son opprimé est en gros « mais de quoi diable se plaint-il ?» Tout ça, c'est épatant.
Au niveau de l'explication, c'est tout à fait sans espoir. Quand l'opprimé se rend compte de ça, il sort les couteaux. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas avant. Le couteau est la seule façon de se définir comme opprimé, la seule communication audible. Peu importe le caractère, la personnalité, les mobiles actuels de l'opprimé. C'est le premier pas hors du cercle. C'est nécessaire. Définition de l'opprimé, Christiane Rochefort, 1971. Préface à Scum Manifesto de Valérie Solanas. Christiane Rochefort traverse le XXe siècle. Elle naît en 1917 et meurt en 1998. Seule et sous son nom, une vie d'environ 80 ans, 9 mois, 3 semaines, 9 romans, 3 essais, 3 livres autobiographiques. Malgré 3 livres autobio quelque chose, quand on écoute les témoignages sur Christiane Rochefort, on entend qu'elle résiste à sa biographie. Tous disent sa volonté de contrôler sa vie privée, que sa vie privée ne soit pas confondue avec son œuvre littéraire. Christiane Rochefort veut séparer la femme de l'artiste. Mais Christiane Rochefort ne s'arrête pas à exiger la séparation de sa vie et de son œuvre. Elle refuse également l'interprétation critique de cette dernière, affirmant le travail académique plein de barbelés de mots impénétrables, sauvagement défendus par leurs prisonniers mêmes, du haut de ténébreux miradors à l'aide de procédés d'intimidation. Cette manière de cracher à la gueule a pu décourager les chercheuses en littérature quand, dans les études féministes, on se contente de rapporter la vie de Rochefort sans ses écrits. 2 chevaux, la vie et l'œuvre, qui tirent à U et à Dia et qui permettent à Rochefort que Rochefort, entre les deux, demeure mystérieuse. Et jette d'hier à aujourd'hui Rochefort dans l'oubli. Brûler mes vaisseaux égale une constante. Alors, ici, que faire ? Larguer les amarres. Tenter de dénicher les intérêts exprimés dans les livres, là où ils ont vécu en Rochefort, par exemple. En réfléchissant après coup, je peux découvrir des origines des gènes dans moi. Des adolescents sautaient dans chacun de mes projets à l'époque. Plein d'intentions belliqueuses. Ce n'était pas le démon de midi. En fait, c'est qu'alors, en 64, 65, 66, je ne croyais qu'en eux. 1. Féminisme, écriture et intime. Rochefort commence à publier dans les années 50, qui étouffe sous le deuxième sexe et le règne du féminin domestique. Quand on y écrit sur les rapports de domination intrafamiliale et sur le sexe, pour que le cri couteau ne soit ni étouffé ni émoussé, alors stratège, le feu dans la tête et le ventre, refuse l'écriture de bonne femme. Il faut comprendre que cette bonne femme, c'est aussi sa mère, une femme domestique qui a fermé les yeux sur l'inceste que Rochefort a subi. Dans son écriture, Rochefort refuse sa mère, refuse d'être sa mère. Bien qu'elle nomme les mêlements des oppressions des enfants et des femmes, sa logique veut que celles qui, en toute connaissance de cause, continuent à travailler main dans la main avec les oppresseurs, et nous avons entendu combien Rochefort, vis-à-vis des oppresseurs, est radical. Rochefort dit que celles, eux, qui savent et qui continuent à travailler main dans la main avec les oppresseurs, participent elles aussi à l'oppression. En attendant que Nicole Claude Mathieu décortique dans les années 80 ces mécanismes sociaux de l'oppression que les mères imposent comme elles les ont subis et les subissent, Rochefort refuse une écriture à laquelle sont assignées les femmes, qui lisiblement ne se soulèvent pas, qui se sauvent en détournant l'ennemi vers l'enfant, qui restent femmes patriarcales. Rochefort refuse une écriture féminine, mais ne revendique pas son écriture comme masculine. Ce qu'elle aime, veut produire, produit et... Une littérature de révolte, de résistance, de remise au clair. Cette remise au clair définitive, Rochefort s'y attelle à l'automne 1985. Dans une note de bas de page du journal pré-posthume Possible, on lit qu'au début de l'écriture de La Porte du Fond, Grasset suspend, sans aucune explication, les versements mensuels et contractuels de ses droits d'autrice et d'avance sur recettes.
Sans aucune explication et sans argent, à 68 ans, son mai 68, cette révolution de la façon dont les enfants sont considérés, dit Brissac, sans explication et sans argent, mais remerciant Jeffrey Moussaïef Masson d'avoir débunké l'origine de la psychanalyse, d'avoir jeté sur le tapis la façon dont Freud a abandonné la théorie de la séduction pour son grand ami Fliss incesteur, une théorie selon laquelle le trauma sexuel est physique et non juste la sublimation d'un désir, Oedipe, une fois sa mère morte, sans explication et sans argent, révolté, résistant, Rochefort remet au clair. Dans la porte du fond, il y a l'espace du roman, un roman en jeu, un roman où Rochefort attrape un personnage qui décolle de moi, enfin, continuant le « je, ça va ». Le personnage je arrive par une publiciste dont la carrière décolle par l'affichage public de son slogan fameux « L'infamie est une affaire qui marche ». Le jeu rend difficile de séparer le roman de l'autofiction, mais pragmatisme en tête, par respect pour la conception de son écriture par Rochefort, de sa détestation de Dubrovsky, ne s'y confond pas. C'est un roman qui emprunte à la forme de la confession et qui s'inscrit dans une longue tradition, il faut remonter au XVIIIe siècle, dont Rochefort travaille à la fois la trame, les juxtapositions, les perspectives, chacun des titres des chapitres qui claquent et repoussent la poésie grâce à Denise Boucher. Le livre fini, Rochefort refuse que les éléments de sa vie privée soient des arguments de vente de son livre. Cependant, quand La Porte du Fond paraît en 88, dans un mouvement marketing, son éditeur y fait apposer un bandeau précisant l'autrice avoir été elle-même incestée ou déclarant le roman auto quelque chose. L'infamie est une affaire qui marche. À 71 ans, Christiane Rochefort, pour ce bandeau, fait un procès à son éditeur Grasset qu'elle gagne. 35 ans plus tard, en 2023, même si un tel bandeau me semble inimaginable, l'ambiguïté n'existe pas quant à l'expérience de Neige Sino quand elle publie Triste Tigre. Mais c'est une décision de l'autrice. Aujourd'hui, il est question d'écriture située. L'attestation de l'expérience est devenue le gage de l'impossibilité de l'appropriation de l'expérience, l'impossibilité de sa romantisation, l'impossibilité de la négation de la violence vécue par qui l'a vécue. Je me demande comment Rochefort se serait positionné aujourd'hui par rapport à ses écritures de l'intime qui permettent de dénoncer les oppressions en son nom propre, de sortir son propre couteau, en somme. Comment se positionnerait-elle face à ceux qui ne travaillent plus à la stigmatisation d'une écriture féminine, mais qui retournent le stigmate, se le réapproprient? Je crois qu'elle y aurait souscrit au début, comme avant le MLF, à un groupe féministe parmi tant d'autres, en l'occurrence celui des Petites Marguerites avec Wittig. Rochefort, qui adore rire, participe à ce qui est au départ une bonne grosse blague, la gerbe à la femme inconnue du soldat inconnu. Mais le mouvement multitude est siglé, unifié, MLF, sacré contre-pouvoir par les médias. Être à la tête du MLF, du contre-pouvoir, devient enjeu 2. Pouvoir gigogne. Or, contrairement à la multitude, une unité, si trop de presse, paf, éclate, éclaboussant tout le monde d'un terrible sentiment de solitude que Rochefort, selon Jacqueline Feldman, aura su le mieux décrire. Conséquente, Rochefort refuse d'appartenir à un quelconque mouvement unitaire. Si ce n'était pas déjà une étiquette, je serais anarchiste. Pince sans rire Georgiana Colville, Rochefort. Alors même que La Porte du Fond est précurseuse, riant et tempétant, Rochefort adore rire, mais ce rire franc cache la colère profonde. Riant et tempétant, Rochefort sans doute refuserait de trôner, de faire corps avec une manière féministe d'écrire, qui plus est avec en tête le backlash prédit par Wittig, comme l'éviction de la langue et de l'analyse par le néolibéralisme. Là, je projette. Mais parce que l'intime est l'enjeu de son écriture, Rochefort refuse que son intimité devienne publique, se bat pour que l'intime reste précisément politique.
politique et publique et l'intime de Rochefort, quand analysé dans ses dimensions sociales, dont les affects font partie, l'intime est traduit. En 1981, avant qu'elle n'ait écrit La Porte du Fond, Martine Sagaer lui pose une question que l'une de ses élèves se pose sur l'autobiographie dans ses romans. Rochefort est très clair. Les Stances à Sophie est le seul roman littéralement autobio. Écrit les dialogues de la vie conjugale des Stances, met à jour la mécanique de l'oppression, ses incohérences fondatrices et gouailleuses, parlées, la langue de Rochefort accroît l'impression d'une confidence. En 1978, à 61 ans, celle qui refuse que sa vie privée soit questionnée la circonscrit dans Ma vie revue et corrigée par l'auteur. Un surprenant texte de montage nommé Autobiographie, acceptant une proposition de Maurice Chavardès qu'elle qualifie d'emblée d'honnête. Avant même d'être célèbre, d'être interviewée, avant même que sa vie privée commence à être scrutée, Rochefort connaît la machine médiatique. D'expérience, elle sait des journalistes qu'il y a les gentils, qui sont souvent bons et souvent ignorés, quand les mauvais et les méchants sont souvent ceux dont les papiers partout lus fanent l'âme. Son expérience, si quelque chose durant la Seconde Guerre mondiale existe, elle-même journaliste d'où qu'en quoi inconnue, son expérience, c'est surtout le festival. Alors que le Festival de Cannes n'a que 3 ans, en 1949, Rochefort y est engagé. 10 ans plus tard, quand Rochefort a 42 ans, François Chalais la décrit comme « une petite personne qui évoque assez le peuple d'une nuit d'été ». Très souriante, Rochefort a un visage ovale, dont la courbe est cassée par sa mâchoire. Ses dents sont régulières, bien plantées, sa lèvre supérieure plus fine que celle inférieure, très souriante sous ses cheveux châtains coupés courts, sous sa frange inclinée de la droite vers la gauche, cachant un front haut et son sourcil gauche. Très souriants sont ses yeux plutôt petits et ses pommettes hautes, son nez rond un peu fort. Très souriante, Rochefort a le coude haut pour agrafer une accréditation de journaliste. Pendant près de 20 ans, jusqu'en 68, Rochefort règne sur ce monde étrange, celui de 450 journalistes représentant 38 nations participant au festival. En 68, abdique de son règne de l'ombre pour soutenir publiquement Langlois, mais part avec sous le bras un gros carnet, son carnet d'adresses, qu'elle donnera 3 ans plus tard au MLF pour que le manifeste des 343 soit signé par un max de meufs bien visibles, elle-même. Avant même d'être célèbre, d'être interviewée, avant même que sa vie privée ne commence à être scrutée, Rochefort connaît la petite musique et le gros brouhaha de la machine médiatique. L'incipit de Ma vie revue précise « Tu règnes sur la parole que tu n'as pas dite. La parole que tu as dite règne sur toi. » C'est exactement vrai pour une femme. D'autant plus vrai pour une femme qui écrit sur la jouissance des femmes. Chavardès, elle le trouve honnête. Du nez, il ne lui arrachera pas des vers confidences qu'elle n'aurait voulu ni écrire ni publier. Alors, elle accepte de s'atteler avec lui à l'autobiographie. Rochefort donne dans ce livre 2 autres raisons à son accord, l'argent et l'expérimentation technique mêlées. L'expérimentation technique est une proposition d'enregistrer sur magnétophone un objet inédit, moderne, sa parole autobiographique qui sera ensuite retranscrite, soit aussi une promesse d'efficacité, un gain d'argent rapide, et promesse aussi d'une expérience vis-à-vis de sa propre écriture, qu'elle qualifie elle-même d'écrit parlé. Rochefort a en tête les parleuses, Marguerite Duras, qui, avec Xavier Gauthier, prennent la parole même et le déroulement de la pensée comme sujet de recherche. Mais l'expérimentation échoue. Rochefort constate son impossibilité de passer du parler-parler à un écrit-parler, une langue. Elle constate l'advenu de ce qui n'est pas, selon elle, un livre. Alors, bonne féministe matérialiste, Rochefort observe. Simone Signoret, Marie Cardinal, Annie Leclerc, se sont toutes mises à réécrire toute leur autobio. Les hommes, jamais. Les hommes, satisfaits. Des rapports de genre, Rochefort suit les lignes de démarcation.
Ces contemporains masculins disposent de secrétaires privés, souvent leurs femmes, qui suivront leurs indications directes pressantes autoritaires, qu'elles conjugueront avec leurs propres souvenirs pour réécrire, muette, l'autobiographie de leurs grands hommes, permettant à leur génie de se consacrer à leurs grands œuvres. Pour Rochefort, double temps de travail. Femme, elle est à la fois autrice et sa propre secrétaire. Et puis, aux femmes, dès leur socialisation primaire, l'apprentissage d'un autocontrôle corps-parole les enjoint à produire encore un travail supplémentaire pour tout polisser, flic d'elle-même. Triple temps de travail pour une femme qui est à la fois autrice, sa secrétaire et sa fliquette, flippée. À la fin de l'écriture et au début de ma vie revue, Rochefort fait les comptes. De ce triple temps de travail, 1, je dois partager les bénéfices avec Chavardès. 2, lui sera exonéré du prix que me feront payer les critiques, car les critiques rappellent à l'ordre les femmes qui, selon eux et contrairement aux hommes, seraient toujours vénales et immorales d'avoir exposé leur vie qui sera toujours, selon eux, les critiques de petites vertus. Le séducteur, la salope, et parmi tant d'autres, Rochefort et Rachel Mizrahi improvisent sur le même air. Le rein, la reine, le tas, la tasse. Le mal, la malle, le val, la valise, le voyou, la voyelle, le matou, la matière, le bœuf, la veuve. 3, enfin, ce triple temps de travail me fait perdre le temps nécessaire à l'écriture d'un roman dont j'empocherai tous les bénéfices. 2. Le plaisir libère et l'amour en laisse, ou presque. Ce roman dont R empoche tous les bénéfices, c'est Quand tu vas chez les femmes, chez les putes, chez les maîtresses, les dominax qui dans la main ont un fouet, quand Philippe. Mais ce Philippe qui revient dans toutes les fictions, comme la figure de l'homme, toutes les figures de l'homme protéiforme Philippe m'arrête. Rochefort a traversé le XXe siècle et au milieu, entre 39 et 43, Caminade, son compagnon. Caminade est rédacteur au ministère du Travail à Vichy, où Rochefort, qui l'y accompagne, est secrétaire et journaliste. Comme d'autres intellectuels, le travail au plus près du pouvoir pour le défaire, Caminade Rochefort. À quelle farce de bal pétainiste ont-ils assisté? Rochefort ne parle de rien. Ni des Pyrénées-Orientales, ni de Vichy, ni d'Aragon, ni de 43-45, sauf qu'apparaissent en filigrane, presque 40 ans après, en 1982, dans Quand tu vas chez les femmes, dans une soirée mondaine, apparaissent les spectres de costumes nazis qui enveloppent de pied en cap des jeunes gens qui déboulent dans la soirée SM d'un mania. Les jeunes nazis sont accueillis par une tarte à la crème, des petits fours enfoncés dans leur gueule, par celle qui vient d'être relevée de sa condition d'esclave à celle de Domina, par la maîtresse de Philippe, Petra. Caminade voit dans Petra le devenir du personnage jeu de Rochefort qui narre sans nom La porte du fond. Mais Philippe, la figure de l'homme comme Pétain, la figure de la France, dont la famille jusqu'à ses 60 ans se résume aux maisons closes, ses maîtresses, l'armée. Rochefort a l'âge d'être mon arrière-grand-mère et meurt une année après mon arrière-grand-mère, scandalisé par Philippe comme prénom donné à son petit-fils, mon oncle, qu'en fait Rochefort. Une figure d'homme passe-partout, une figure de tous les hommes. Tous les hommes sont des Philippe, quels que soient les hommes et leurs actions, comme si Philippe était synonyme d'homme, comme on pourrait dire tous les hommes sont des violeurs. Mais quel Philippe va chez les femmes ? C'est un Philippe en désir d'être dominé. Pétain, dans les maisons closes, demandait-il à être attaché aux barreaux des lits, bâillonné, tapé sur le cul? Avait-il la nostalgie de ne pas être né quelque part en Allemagne, de ne pas avoir été éduqué par le professeur Schreiber, cet inventeur de véritables petites machines à torture, des machines sadiques qui étaient très à la mode au XIXe siècle, dit Deleuze, qui ont eu une grosse influence sur les parents qui ont élevé la génération des futurs nazis. Rappelle Rochefort. Dans la soirée SM chez le Mania, flottent des chambres à gaz reproduites à fin de délire bourgeois. Schreiber est le papa du président Schreiber, Freud, qui les voit vivants-morts, et Nietzsche, son contemporain, écrit dans Ainsi parlait Zarathustra. Quand tu vas chez les femmes, n'oublie pas ton fouet. Friedrich voulait-il dire quand tu vas chez les femmes, n'oublie pas de te faire fouetter. Quand tu vas chez les femmes est écrit 99 ans après.
Philippe passe tout ce court roman avec le manche d'un fouet dilatant son anus, qui transforme, plus qu'aujourd'hui une cage de chasteté le ferait, qui transforme tout son quotidien de dominé, de psychanalyste, de mari, tout son quotidien mondain et celui du petit cercle parisien se sachant amateur de tels plaisirs, tout son quotidien, tous ses gestes quotidiens en équilibre autour de ce manche ourlé de cuir manufacturé par Hermès qu'Hermès, enfoncé dans son cul comme un métronome le bras de la justice, un obélisque. Philippe amène une jeune femme, telle qu'il ne les aime a priori pas, à être sa domina, Petra. Petra va le photographier et devenir la domina et la photographe de l'intelligentsia parisienne qui aime, dans le relatif secret des alcôves, être dominée et qui ne prend pas garde alors au pouvoir des images, à la possibilité que les images les fassent chanter, trier, se taire et verser de mirobolants montants d'argent. Cette femme-ci, aux hautes bottes de cuir, à la moto déferlante, va prendre en croupe la femme du mania et partir vivre avec elle au bord du bleu de la Méditerranée pour en revenir, Petra, encore plus belle, plus bronzée, plus fugace, plus cruelle, abandonnant Philippe, abandonné aussi par sa femme. Pauvre Philippe. Quand tu vas chez les femmes, commence à régler son compte à la psychanalyse. Philippe, le psychanalyste et son bâton dans le cul, doutent de la survie d'Oedipe dans un matriarcat. Loin de Mackinnon qui pense la femme comme objet de désir destitué par les hommes de son propre désir, ici, des Philippe ne résistent pas à leur désir de soumission des femmes, ni en Emmanuel esclave, ni en Petra domina. Depuis l'inceste subi, Rochefort, comme Dorothy Allison dans Poe, érotise la possible réappropriation de soi sujet de son désir et de plaisir. Ainsi, dans la plupart des livres de Rochefort, l'amour hétéra parenta enfanta en laisse, tandis que le plaisir, axial, souvent pédé et gouine, permet de respirer, sortir du cercle, de sortir les couteaux. En 1975, dans Encore heureux qu'on va vers l'été, une croisade des enfants, littéralement celle des enfants pour leur liberté, où par exemple dans la nature s'enroulent s'aimant, s'enfuyant du bahut, deux adolescentes de 12 ans et rencontrent et aiment David, un garçon qui est une fille. En 1972, Rochefort publie Archaos, qu'elle considère son roman le plus abouti, un monde entier par elle inventé, fresque rabelaisienne, où la langue est chère, où le corps, à travers l'histoire, contraint par le pouvoir, est central, où fantastique le plaisir permet de s'y soustraire. En 69, Printemps au parking figure la rencontre amoureuse et sexuelle d'un jeune homme et d'un homme jeune, mettant en tension les affects et le désir homosexuel dans le cadre social hétéronormatif. Chez les femmes, la masculinité n'est plus hégémonique. Au parking, l'amour pédé est tendre, si pédé qu'il est salué par la revue Arcadie. En 1966, Une rose pour Morrison et spéculation narrative d'une révolution politique et sexuelle 2 ans avant la lettre. En 63, les stances à Sophie, à mi-chemin entre Printemps au parking et les petits enfants du siècle, figurent une prola qui aime vivre et coucher à tout va jusqu'à aimer Philippe, un bourgeois qui la marie comme on l'enterre à petit feu, en meurt, puis ressuscite dans la joie des bras de Julia. Cependant, que le plaisir soit pédé, gouine, tendre et libère, Rochefort refuse ici comme ailleurs le contre-pouvoir en tant qu'il est pouvoir. Ainsi, de sa sexualité, de ses amours, après son divorce, on ne sait rien, et rien n'indique une appartenance politique à un groupe qui lutterait contre la répression socialement organisée de tels désirs. Mais âprement défonce le couple, le désir d'enfant comme avoir des pour autre chose qu'eux-mêmes. En 1961, dans Les petits enfants du siècle, la sexualité des classes précaires devient une affaire rentable pour les parents, leur permettant, multipliant les enfants et la misère, d'obtenir des allocations. Enfants jackpot. Dans la précarité, le souci de la reproduction est au couple, tandis que le plaisir sexuel semble être l'affaire de la classe d'âge des mineurs. Aux parents, la mécanique, aux enfants, aux adolescentes, à Josiane, le plaisir, la jouissance, les yeux rivés aux étoiles, la bouche de ses amants à qui elle apprend tout sur son sexe, à ses genoux, l'amour à plusieurs, elle seule parmi plusieurs hommes, elle consentante, le plaisir que l'amour laisse, le couple arrêtera.
En 1959, Rochefort est très souriante quand elle répond oui à François Chalais qui lui demande si elle a écrit Le repos du guerrier dans les bureaux du festival. Oui, ici, durant mes heures de loisirs. Très souriante, en chemise sombre, ouverte sur un t-shirt noir, col ras du cou. Très souriante, puis interloquée quand Chalais dit du repos du guerrier que c'est un livre très osé. Plus souriante du tout, sous le choc, Rochefort répond « Non, pas tellement. » Non, pas tellement. François Chalais dit que c'est ce qu'on lui a dit, il n'a pas voulu lire. Il veut conserver de bons rapports avec Christiane Rochefort. Souriant à nouveau, Rochefort conseille à Chalais de ne pas le lire, il serait déçu. Sous ce rapport. Et les yeux levés. Les autres, je ne sais pas. Le rapport osé. Non, pas tellement. Les autres. Ces autres livres, les autres lectrices. Le repos du guerrier n'est pas un livre très osé ou au sens où Rochefort décrit peu les rapports sexuels, les corps qui s'emboîtent, pas de pipe, pas de sodomie, juste la jouissance féminine et des rapports que la bourgeoisie trouve immoraux alors qu'elle les pratique hypocrites en loose dé. En loose dé, sous le nom de Dominique Fréjos, Rochefort publie la même année Tes mains, à côté des Jours de chaleur de Françoise d'Aubonne. Tes mains est un drôle de roman de gare, mais Rochefort, Fréjos, Becker aiment les littératures de genre. Le réalisme se distancie, on saute une classe sociale. Dans une famille de millionnaires, la mère, Marion, investit les capitaux hérités pour qu'après s'y être essayé, Paul, son mari, ne la ruine. Leur fille, Manuelle, invite en Bretagne, en vacances, en été, une amie du ghetto du Gotha, Delphine, et son frère, Philippe, avec qui elle couche comme avec Lise, gousse pauvre, délicieusement sarcastique, hantée par les spectres de lapins écrasés. Rencontré à la plage, Hervé, un pauvre compositeur, ne sait pas ce qu'il veut et fait tourner les têtes de l'hétéra Delphine et de la Manuelle polyamoureuse. Le repos du guerrier et Tes mains composent un diptyque, 2 mains autour du cou de l'existentialisme et de la gorge de Sartre, que Caminade rencontre à la Coupole vers la fin de la guerre, quand encore Rochefort, Caminade, etc. Rochefort, Beauvoir, elle l'aime bien. Mais Sartre, son nihilisme, l'existentialisme, ces affres bourgeoises d'une classe de genre. Dans Tes mains, Sartre déboule dès la 4e page du roman. Dans une conversation dominicale entre Paul, Marion et Manuel, réunis à table autour d'un soufflet retombé parce que Manuel se branlait et aurait continué à se branler si son père ne l'avait pas surprise en l'appelant pour le déjeuner. C'est pornographique ? Tu m'as dit que c'est l'œuvre d'une jeune fille de 16 ans. Oh, on cite aussi des philosophes. Sartre, j'imagine, dit Paul. Bien sûr, Sartre, ce pauvre type, sert à tout. C'est bien fait, il a cherché les faveurs de la jeunesse. Dans Le repos du guerrier, Geneviève Le Theil cherche à sortir Sarti du nihilisme dans lequel ce pauvre garçon érudit, pianiste comme Hervé, se plonge avec l'alcool. On ne saura rien de son inscription sociale, mais son aisance dans les cercles bourgeois et littéraires ne laisse guère de doute et dit la violence crasse des hommes bourgeois qui ne croient plus en l'humanité. Le repos du guerrier est une expression du XIXe siècle, invoquant par le vocable guerrier un temps antérieur, imprécis, vaguement moyenâgeux, où les seigneurs, la classe sociale dominante, de retour de guerre se reposaient. Se reposer, c'est-à-dire soumettre une femme, parfois épousée, volontaire ou non, au bon vouloir sexuel du guerrier. Le viol, en temps de guerre, étant considéré comme une arme, se pose la question de savoir si les soldats se reposent quand ils font la guerre ou s'il faut considérer que la guerre continue de facto de retour au foyer. Existe, comme l'a montré Jules Falquet, un continuum entre les techniques de guerre de basse intensité et les pratiques domestiques de domination patriarcale. Le repos du guerrier expose la manipulation que permet le chaud-froid du plaisir sexuel. Parallèle, le plaisir en laisse les enfants incestés à leurs incesteurs. Des amours sexuels de Sarti, Geneviève Le Theil accepte tout. Les relations de triolisme avec une prostituée, les expériences d'échangisme qu'instaure Sarti, accepte les amours de Sarti entre de très vieilles et de très jeunes femmes. Difficile de ne pas penser aux mémoires d'une jeune fille dérangée de Bianca Bienfeld. Objet de désir jouissant, délaissé quand possédé, le désir d'être désiré de Le Theil, le mute maternité qui fait sauter Sarti, central au cœur et ainsi le sauve, enfant sauveur.
La manipulation du guerrier n'est pas celle bourgeoise du mari d'Estance, aka Arthur Desemberg, scénariste et journaliste, qui, à partir de 1946, encourage Rochefort à laver ses chaussettes plutôt qu'à écrire. Qui enfonce à coups de marteau dans la tête, pas de talent, pas de talent. Alors Rochefort, elle sculpte. Bam, bam, sur pierre. Sous les coups de marteau, elle sort le burin, le couteau, bam. En 1949, commence à travailler au festival, bam. Boulot saisonnier, 4 mois par an, qui garantit l'indépendance financière, bam. Divorce en 1953, bam, bam, bam. Atelier rue Saint-Jacques, bam. Détruit lui aussi sous la construction d'un grand immeuble, bam. Bagnolet, bam, bam. En 1956, Christiane, qui ne se prête aucun talent de peintre ou de sculpteur, il sculpte un bloc de Rochefort en éléphant, primé Grand Prix Paris, qui depuis 1998 maintient sa pierre tombale au Père-Lachaise. On ne sait jamais si Rochefort se réveillait. De Bagnolet, Rochefort voit s'ériger les grands ensembles, penché sur le parapet du périphérique qui se construit et vomit ses barres. Bam. Retourne à Paris, rue Piat, à l'écriture, à elle. Talent, talent. Entre son divorce et un premier roman, 5 ans. À 41 ans, Rochefort fait sauter l'agisme qui, de femmes jeunes et jolies, vend vite les produits culturels. Ainsi Sagan, avec qui Rochefort partage une coupe de cheveux et le plaisir de rouler en décapotable, acheté à la place de timbres qu'elle allait chercher. Quand, en 61, c'est l'écrin de la rue Piat que la ville de Paris arrase, Rochefort vomit les petits enfants du siècle. Tous mes lieux sont détruits. Sauf le soleil et la lune. 3. Formation. Sans doute, avant la mobilisation de Caminade, avant le 3 septembre 1939, avec Caminade à 28 ans, Rochefort 22, Caminade Rochefort publie sans que le nom de Rochefort n'apparaisse un manifeste très politique. Sans classe. On sent le parfum coco, mais... Ce manifeste accorde à la femme une place toute nouvelle. Toute nouvelle, 10 ans avant le deuxième sexe. Rochefort avant Rochefort. Prolat dans un quartier prolo, coco et bohème, comment échapper à une formation politique sur le tas ? Ce que je veux dire, c'est que je doute, lisant l'acuité de Rochefort à démonter les mécanismes sociaux, que Caminade ait été son Pygmalion. Le 17 juillet 1938, 21 ans, Rochefort est majeure. Depuis 3 ans déjà, elle ne vit plus chez ses parents. En 36, 37, 38, Rochefort, médecine, psycho, à la Sorbonne, ethnologie. Veut ethnographier les Blancs. Ça n'existe pas encore. Ne termine pas sa licence comme obéissant à la malédiction de sa mère. En 37, Caminade et Rochefort se rencontrent. Une danse aux allumettes. Est-on à la rentrée 35 quand Rochefort entre en classe de philosophie à Fénelon, le lycée des filles parisiens. Engagé pour l'éducation des femmes et contre le pouvoir, si Fénelon écrit « Toutes les guerres sont civiles car c'est toujours l'homme contre l'homme qui répand son propre sang. » Rochefort y ajoute-t-elle « Et d'abord celui des femmes et des enfants. » Sans doute, Rochefort passe son bac après ne pas l'avoir passé, ayant quitté en même temps que ses parents, à 18 ans, l'institution privée dans laquelle ses parents l'avaient cloîtré. Le 17 juillet 1935, Rochefort a 18 ans. À 18 ans, avant, dans quelles conditions quitte le domicile parental Rochefort ? Compte-t-elle aussi précisément que sa narratrice de la Porte du Fond les jours, Rochefort ? Les a-t-elle barrés un à un sur son mur ? A-t-elle, comme sa narratrice, Rochefort, été menacée par son père de la faire interner, de la signer à vie enfant ? Où part-elle et chez qui ? Une aimée pute, un mec qui l'aime assez pour ne pas la toucher ? Part-elle, Rochefort, parce que son père parti, elle peut partir ? Et pouvant partir, ne prend pas le risque de ne pas partir, la mère dans le cœur déjà quittée depuis longtemps ? Doit quitter le lieu de l'inceste, peut. Quand l'incesteur, le pointeur, rejoint quelque part entre 1936 et 1939 les brigades internationales en Espagne, est-ce pour fuir ce que dit la fuite de Rochefort-fille, ou est-ce que parce que la fille n'est plus à disposition à la maison que le père part ? Aucune corrélation entre ces faits, le départ de Rochefort-fille, le départ de Rochefort-père, la guerre d'Espagne et l'inceste.
Avant 39, mais après quoi? Entre 38 et 39, entre 35 et 39, 31 et 39, avant 31, entre avant 39 et après quand, rue du Château, à quel numéro, je ne sais pas, détruit Rochefort son corps contre argent, pose, modèle, peut-être nu, nubile, très jeune, pour qu'il soit croqué, dessiné, peint. Soutine, Gimond. Gimond pensait le visage comme une architecture. Me suis dit, Rochefort, son visage, architecture, bien sûr. Ses pommettes hautes, son menton triangulaire, ses traits fins, bien sûr. Architecture, son visage. Qui c'est, cette jeune fille? Ne serait-ce elle, sa frange encore enroulée sur son front? A-t-elle, Rochefort, comme la narratrice de La Porte du Fond, coupé ses cheveux pour sortir de son genre assigné? Ce geste répété lors de son mariage? Sont-ce encore ces boucles dorées et folles que Soutine peint en 37, jeune fille de 20 ans, blonde, boucles folles, livres serrés sur le cœur, serrés dans un manteau bleu, yeux au ciel, beauté de celles desquelles on se dit qu'elles auront mal parce qu'elles ont eu mal? Dans sa vie bohème se forme Rochefort, qui fréquente des artistes, aime écouter et écrire des poèmes, dessiner, sculpter, lire, avec un certain état de fureur, comme la résolution des surréalistes du 2 avril 1925, rédigée par Artaud. Alors que Caminade et Rochefort traînent les mêmes coins autour de Montparnasse, il leur faudra 7 années pour se rencontrer, pour que Rochefort ait l'âge de Caminade quand elle commence à être violée. 7 ans pendant lesquels Rochefort vit bohème, pose et se fait incester. En 31, Caminade retrouve à Paris Legrand pour former avec Caïn le groupe Brunet. Réalisme socialiste coco trempé dans le bol phénoménologie sensorialiste, sauce surréaliste. En 35, Caminade défend la sauce pour plat principal quand Breton rompt avec les cocos. D'André Breton, Rochefort pense qu'il aurait adoré la réplique suivante. Mon papa. À la question... Et qui te l'a cassé ton vase? Que pose Harry à la narratrice de La Porte du Fond, le roman de l'inceste de Rochefort. Breton aurait adoré entendre que le vase, le vagin, peut-être l'anus de la narratrice incestée, aurait été par son papa cassé à 14 ans. Et Éluard donc, avec son affreux nœud de serpent, des liens du sang. Quand Caminade arrive à Paris, Rochefort a 14 ans et commence à ne plus être seulement caressé par son père, mais violé. Rochefort, sur le même plan, place pénétration et caresse quand les impose violents. Qui a le pouvoir de les imposer? Pas davantage que politiquement Caminade Pygmalion de Rochefort quand il est question d'hédonisme, d'une poésie de l'expérience érotique et sociale. Entre les TDS de Quand tu vas chez les femmes et les shows burlesques, le striptease comme un art dans les stances, après avoir été modèle, Rochefort traduit l'expérience sociale du travail érotique tarifé ou gratuit. Geneviève du repos du guerrier, Céline des stances, Josiane des petits-enfants, etc. jouissent multiples. Jouir sans aimer est aussi l'un des mouvements pour s'extraire de l'inceste, se réapproprier. Dans La Porte du Fond, la baise va avec un homme qu'elle n'aime pas, l'amour va à celle qui lui propose de tapiner avec elle, et faire sa paix, c'est grâce aux fesses de Jason, les petits garçons aussi niqués par leur père, aux fesses d'un homme à qui elle impose son désir de ne pas être touchée, de parler seulement. De là, l'amitié indéfectible depuis l'expérience partagée. Dans toute cette complexité du sexe et du social, Rochefort, sujet de désir, révolté, refuse de subir, comme elle écrit, éclaire. Si on voulait vraiment avoir accès aux expériences des enfants, dit-elle, certaines autoristes le permettent. Encore faut-il avoir, pouvoir, envie de se souvenir. À l'Opoponax, à la promenade au phare, au don à Wittig, Woolf, HD, pense-t-elle Rochefort. Chez elle, les enfants comme sujet, d'abord en 61, les petits-enfants du siècle, puis comme un duo roman-essai, encore heureux qu'on va vers l'été, en 75, et les enfants d'abord, en 76, pour finir par décrire, en 88, dans son avant-dernier roman, dans La Porte du Fond, l'inceste. Ainsi Rochefort met au centre de son travail d'écriture d'abord le plaisir sexuel, puis 4 fois les enfants, et ainsi le sexe et les enfants. Le 23 mars 1979, une lettre dans le courrier des lecteurs est publiée dans Libération. 63 personnes y soutiennent un homme qui, tranquillou, a confié à la FNAC le développement de pellicules argentiques de ses films pédophiles. Cette lettre le soutient et dénonce la morale d'État avec cette phrase choc.
Ce que vise l'ordre moral, c'est le maintien de la soumission des enfants mineurs au pouvoir adulte. Dans Les enfants d'abord, c'est exactement ce contre quoi se bat Rochefort. La famille et l'État. La famille à la botte de l'État. L'État à celle de l'entreprise, comprendre le capitalisme, qui font des enfants abétis, insensibles, abîmés, futurs, bons soldats ouvriers, bonnes femmes, se reproduisant en série. Rochefort souhaite libérer les enfants en tant qu'elle sait qui elles réfléchissent et qui elles sentent, qui elles ressentent. Comme Foucault, Rochefort dénonce les corps domptés par l'école et ajoute « Leurs droits étant remis à leurs parents, les enfants ne sont pas des sujets. » Et tout ça au nom de leur protection. Cependant, Rochefort écrit aussi dans Les enfants d'abord « Manifeste ou non, le rapport de pouvoir est là. Dès lors, l'inceste est du viol. Dommage. » Dommage. Ce dommage aussi glaçant que la signature de Rochefort auprès de gros dégueulasses, d'incesteurs et de violeurs. Quoi dommage! Rochefort reconnaît l'existence de désirs et de plaisirs sexuels aux enfants. Rochefort, aux enfants, reconnaît aussi la lucidité. Alors, comme 2 + 2 font 4, pourquoi les enfants ne pourraient-ils pas être lucides sur leurs désirs sexuels ? Comme s'aiment et se caressent Régina et Grace, Agnès et Thierry, Manuel et Jean-Marie dans Encore heureux, comme les jumeaux jumelles d'Arkhaus. Pourquoi les enfants ne pourraient-ils pas être lucides sur les désirs sexuels qu'elles éprouvent pour des adultes ? Comme Lucrèce Veuman, qui en devient impuissant dans Encore heureux, comme jouit Josiane, 11 ans, les petits-enfants du siècle, de sur son sexe la langue de 30 ans d'un homme qu'elle aime et qui disparaît après. Rochefort dit « Le problème n'est pas la relation enfant-adulte. Le problème, c'est le rapport de pouvoir. » Dans une société utopique où le rapport de pouvoir enfant-adulte serait aboli, où l'enfant-enfant existerait en tant que sujet qui lui permettrait que lui soient conférés des droits qui, elle, déciderait, comment lui retirer le droit de désirer et d'être désiré, y compris par des adultes ? L'inceste n'exclut pas le désir sexuel, nous dit Dorothée Ducy. Ducy nous dit aussi que le plaisir sexuel lors de l'inceste est ce qui rend confuse l'enfant-l'enfante qui le subit, permettant qu'elle se pose cette question. Le plaisir éprouvé n'est-il pas la preuve du désir de l'incesteur par l'enfant moi-même ? Ce désir supposé est l'un des leviers de mystification que les adultes usent sur les enfants-enfantes qu'ils abusent pour faire peser sur les épaules des enfants le poids de ce que les incestés croient être leur culpabilité, leur désir. Très lucide, Rochefort ne désirait pas son père. Son père exerçait sur elle un rapport de pouvoir. Par exemple, en lui chantonnant « Ne dis rien à ta mère, tu aurais sa mort sur la conscience, elle se tuerait ». Soumise par la loi à ses parents, le patriarcat se reproduit. Au bout du sexe du père, Rochefort remplace la mère. La protection des enfants égale un système coercitif, Rochefort vous dit. À cette impuissance imposée s'ajoute la colère glaciale de Rochefort contre la mère, qui refuse de voir. Plus tard, grâce à sa chatte Lilidou, Rochefort comprend « La peur panique qui empêche de voir. Absolument, on ne peut pas voir. Et de là, les mères ne peuvent pas, veulent pas voir, peut-être parce qu'elles sont la proie de cette sorte-là spéciale d'effroi, qui ipso facto ne se voit même pas elle-même. » Son père inceste, sa mère panique. Bénédiction et oppression des mères sont les enfants, dit Rochefort. Mais les mères oppriment alors, destituant leurs enfants de leur place de sujet d'enfant pour celle d'enfant charge, enfant revanche, enfant compensation, enfant jackpot, enfant sauveur. Rochefort naturalise-t-elle le désir d'avoir des parents par un désir sexuel d'enfants pour random les adultes ? Si le plaisir permet de mystifier l'inceste en désir sexuel d'enfants pour des adultes, le plaisir naturalise aussi le désir des adultes pour les enfants. Le désir que Rochefort n'éprouva jamais pour les enfants qu'elle n'a pas eus. Dans Le repos du guerrier, l'attirance de Sarti pour les très jeunes filles,
Dans Encore heureux, Man, le pion chargé de la surveillance de la cour du collège, éprouve un désir si impérieux pour la petite bouche de Regina, 5e, qui, avec sa classe, traverse la cour pour quitter l'école, que l'homme va se branler dans les goguenots, leur permettant la liberté. Quelle ironie! Comment ne pas éprouver de malaise? Incesté, Rochefort naturalise 2 fois. Depuis le désir vu et depuis le plaisir éprouvé, qui signe son soutien. Dans le monde utopique que décrit Rochefort, dans le réel respect du sujet enfant-enfant, comment un adulte peut désirer sexuellement un enfant? Comment éprouver, étant adulte, du désir vis-à-vis d'un enfant quand on sait qu'un adulte par devers lui, quoi qu'il fasse, responsable ou non de l'enfant, imposera un rapport de domination. Au premier chef, très physique, un corps immense et un corps tout petit. Tous ces problèmes de respiration des incestés. Quand elle écrit La porte du fond, le corps de Rochefort, au sternum, se brise. En 1926, Rochefort a 9 ans et rencontre un homme d'1,73 m, aux cheveux châtains, le front plat, dessous des yeux noirs et le nez fort. René, qui entre-temps s'est marié 2 fois, a déclaré Jeanne et Collant, la mère de Rochefort, morte, et 3 enfants, s'installe comme un coq en pâte, comme un père, avec à disposition le corps de Christiane et 2 autres foyers. Peut-être décoré d'une croix militaire, ayant obtenu une pension d'invalidité pour un ulcère à l'estomac, une blessure de guerre, dit-il, qui lui sera retirée, ce soi-disant inspecteur de police, qui sera condamné pour escroquerie, pour banqueroute, pour détournement d'objets, trafic, ses femmes et ses enfants. Avant cet homme, Rochefort est scolarisé en primaire rue Durouchou, à la cité scolaire Paul Bert, un colon anticlérical, raciste et agiste, travaillant au parquage ferriste des enfants. Durouchou, Paul Bert, école Losserand, rue Daguerre, rue du Château, les lieux de son enfance tiennent dans un mouchoir de poche à l'est de l'actuelle gare Montparnasse. La gare Montparnasse, déplacée en 60, mange en partie sa mémoire et le visage de Montparnasse. Battant comme le cœur de l'apogée des années folles parisiennes, où il y a des chevaux, des taudis, et où, contrairement aux artistes, contrairement à la Haute-Vienne, l'eau partout ne court pas, Montparnasse est découvert par Rochefort en même temps qu'elle découvre sa mère à 5 ans. De la naissance à ses 5 ans, entre 1917 et 1922, Rochefort passe sa petite enfance au pied sa famille à Solignac, en Haute-Vienne, alors qu'aucun ascendant n'y mène. Il y a là-bas la grosse Babette, qui ne saura jamais ce qu'elle a donné à Rochefort. À Paris, son père, sergent puis caporal, retrouve son foyer le 28 mai 1920. Après 3 ans, se retrouvent-ils les parents de Rochefort? Alors que le père, encore enrôlé, est employé des postes de la Seine, leur divorce est prononcé en juin 1921, avant le retour de la fille. Quand en 22 revient de Solignac à Paris, y a-t-il pour Rochefort passage d'une langue à l'autre, d'un occitan à une langue titi, une gouaille parisienne? Du silence à l'acerbe de la langue de sa mère sans transition? Ces changements géographiques et domestiques forgent-ils, tranchantent la langue de Rochefort? Avant, Rochefort, le long des rives de la brillance limpide, marche jouit comme dans Encore heureux, les enfants croisés, et pêche des gardons, des pételés, des écrevisses. L'écrevisse est un animal discret qui avance à reculons et mange du cadavre, transformant leur matière organique en une matière fine et comestible aux espèces plus petites, elles-mêmes détritivores, permettant ainsi de réguler des cycles des cours d'eau dans lesquels elle vit. Un animal gris qui, quand il est ébouillanté, devient rouge vif, comme la colère de Rochefort. Pas autoresse, pas poétesse, ni autrice ou écrivaine, mais écrevisse, Rochefort. Apax inappropriable, Rochefort l'écrevisse transforme la mort en écrit, alterne entre une parfaite discrétion et des colères éclatantes que produisent l'injustice, la destruction. Dans Conversation sans parole, son dernier livre publié, Rochefort dit comment ses yeux bleus à elle, Rochefort au clair sur galets des rivières limousines claires et glacées, plongèrent dans des yeux minéraux et solaires. Regard, intangible lien, ce qui ici passe résisterait à la science. Alors que dans la critique de l'amour, Rochefort accompagne Beauvoir et Friedan, dans les regards, les yeux, les fenêtres de l'âme, pas de sociologie de l'amour, pas d'anthropologie de l'affectivité pour Rochefort.
De la mère à l'âme par les yeux, je me demande si enfant, Christiane eut avec sa mère quelconque conversation sans parole. A-t-il existé ce moment où sa mère, la berçant contre son corps nourrissonne, regarde sa fille droit dans ses yeux, où Christiane, les écarquilles caractéristiques de ce jeune âge et produit une sensation qui fait couler au ventre le désir de protection, nous disent malgré Rochefort, un chercheur nazi, puis Christiane Yano, anthropologue de la mignonnerie, des grands yeux Kitty mangeant le monde. Hors discours, instinct maternel, blabla, est-ce que ce moment a existé? Et si oui, qu'a-t-il produit de peur ou de rejet de la conversation sans parole que Rochefort proposait dans la boucherie de la Grande Guerre à sa génitrice? Dans le dernier paragraphe du dernier chapitre des Enfants d'abord, Rochefort parle de la nécessité que les enfants ont du corps des autres, du plaisir qu'elles en tirent, comme nécessaire plaisir, plaisir d'être, et de l'apprentissage contraire, liquage puis chaise dure qui leur est imposé. Des tout petits que s'apprendre à se passer de ce plaisir dont les adultes ne savent que faire, qu'elles éprouvent en paniquant, ayant été conformées comme conforment leurs enfants. Une mère jouissant d'être tétée. Le plaisir des corps toujours compris comme sexuel dans notre société qui sexualise tout, 50 nuances de gré et aucune nuance dans le plaisir. Comment ne pas être en colère quand écrevit son sang ça? En 97, à la veille de sa mort, Rochefort dit « Désormais, j'aimerais avoir une mère, mais pas la mienne, bien que Rochefort reconnaisse que la sienne lui ait permis de très tôt s'émanciper. » Né 4 passage des Thermopyles, passage des Portes Chaudes dans le 14e arrondissement, Rochefort affirme qu'elle aurait dû naître à Solignac en Haute-Vienne et non à Paris, qu'elle a honte de dire qu'elle est née à Paris comme de dire qu'elle est française, que de Solignac et de Vigan, elle vient. Elle naît juste après que Pétain soit nommé général en chef des armées et que son père soit incorporé. Le 17 juillet 1917, Rochefort de sa mère passe les Portes Chaudes sous le regard de 3 autres femmes. Clémence Mossé, Anna Frey, sage-femme, et Eugénie Autissier, cuisinière. Celles qui entourent sa naissance comme des bonnes fées l'ont frappée sur le cul pour qu'elle se mette à respirer. Rochefort dit s'en souvenir. Dans Les Enfants d'abord, Rochefort propose une analyse ethnologique de ce rituel qu'instaure la société occidentale patriarcale autour de la naissance. Un accueil par la violence, cette claque sur le cul, cul par-dessus tête, l'enfant tout juste né suspendu par les pieds et son cul claqué, son cul, le premier lieu de violence pour le faire respirer et lui faire comprendre d'emblée qui commande, plutôt que, sur le sein de quelqu'un que ce tranquille, laé nouvelle-né, prenne sa première respiration tranquille, déployant tranquillement l'éventail du fragile tissu de ses poumons. Dans les permissions de la Toussaint 1916, alors que son père n'est ni majeur et pas même incorporé lors d'un dimanche pluvieux, baise 2 titis, une employée des postes âgée de 20 ans, fruit de 2 employés avec le fils d'un forgeron et d'une mère au foyer, un téléphoniste de 18 ans. Dans ces années-là, on peut se reproduire et mourir légalement enfant pour la France. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Co-direction Aurélie Olivier et Mathilde Recton. Ingénieur son Pauline Guiffard. Marraine des Parleuses Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Jan Michalski, la DRAC Île-de-France, la Métropole européenne de Lille et la ville de Lille.